le WAMcast, toute l'actu SEO par WAM Référencement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le WAMcast. On espère que tout va bien pour vous dans cette période forcément un petit peu particulière. De notre côté, nous on repart pour une nouvelle saison du WAMcast et tous les 15 jours, on va continuer de vous parler de tout ce qui fait le SEO, la data ou les relations presse. Et aujourd'hui, on va aborder le thème du JS. Et pour ceux qui ne savent pas, le JS, c'est le JavaScript. Et pour parler de tout ça, et bien mieux que moi d'ailleurs, autour de la table, Mathieu, manager du pôle SEO et data de WAM. Salut Mathieu. Salut. Brice, chef de projet SEO et responsable du pôle R&D chez WAM aussi. Salut Brice. Bonjour. Et une nouveauté pour cette nouvelle saison, un invité. Et on a le plaisir d'accueillir Guillaume André, qui est CTO chez Wex IT. Alors, bienvenue Guillaume. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'essuyer les plâtres, du coup, vu que tu es le premier invité. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Salut Kevin. Merci de m'accueillir dans votre WAMcast. Je suis ravi d'être là. Donc oui, c'est Théo et cofondateur de Wex IT. Donc Wex IT, en 2 mots, c'est une agence de développement. On accompagne les acteurs du business, on fait du développement sur mesure, de la performance, de l'accessibilité. Et je suis également cofondateur de Marco Polo, qui a pour objectif d'accompagner ses clients dans les process d'innovation. À nouveau, bienvenue à toi. Mais si on va commencer, je me tourne vers toi Mathieu. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est le JS et puis pourquoi on va en parler aujourd'hui ? Oui, bien sûr. En fait, le JS, donc JavaScript, pour faire simple, c'est un langage de programmation déjà. Historiquement, il était surtout utilisé pour animer les pages web, notamment pour faire des choses un peu plus compliquées que ce que permettait de faire du HTML et CSS à l'époque. Donc tu avais une page HTML, du CSS pour faire le design, et puis tu avais du JavaScript pour animer le tout. Depuis, forcément, le web a bien changé et petit à petit, le JavaScript il s'est retrouvé être un langage de plus en plus présent dans les sites web et globalement, la technologie elle a vraiment pris en importance depuis que les différents frameworks du marché sont apparus ces dernières années. Alors, je te coupe, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'est un framework ? Ouais, moi je veux bien. Donc un framework, c'est une boîte à outils pour les développeurs. Ça permet plusieurs choses. D'une part, déjà, c'est mettre un cadre au développement, que le développeur ne part pas dans tous les sens. Ça standardise donc le code. Ça peut aussi aider à mettre en place une architecture type MVC, une sorte de pattern. Et aussi, bien sûr, et surtout, ça va permettre de gagner du temps. Parce qu'en réutilisant des ressources, le développeur il va utiliser ce qu'il a à disposition depuis le framework. Des frameworks, il y en a plein, que ce soit sur tout type de techno, CSS, JavaScript, .NET. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui a distingué des CMS qui sont là, eux, pour créer des sites sans coder, en l'occurrence, ou presque en tout cas. Pour vraiment simplifier les choses, un framework, ça permet aux développeurs de coder un CMS en gros, quoi. D'accord. Et du coup, le JS en lui-même, il pose quoi comme souci ? En fait, aujourd'hui, c'est plus vraiment simplement l'animation des pages qui se fait via le JavaScript, c'est carrément la présence de certaines informations dans une page qui est gérée avec. Pour te donner un exemple concret, tu peux par exemple changer un listing de produits en appuyant sur un bouton sur un site e-commerce via du JavaScript. Ça va pas recharger tout ton onglet, simplement ça va mettre à jour une section de ta page qui va lister des produits par exemple. C'est notamment ce qu'on va retrouver quand on a de l'Ajax. C'est une architecture un moyen qui permet au JavaScript de communiquer directement avec le serveur pour mettre à jour les données. Et là, ça peut, dans certains cas, vraiment poser souci à Google parce que lui, en fait, il n'interagit pas avec les pages web. Il va se contenter de les charger. Donc, si tu utilises du JavaScript pour charger dans ta page un texte, par exemple, ou suite à un clic sur un onglet, Google n'y accédera jamais parce qu'il ne clique pas, lui, il ne va pas interagir. Même chose pour une image ou n'importe quel type de contenu, en fait. Ça veut dire qu'il faut prévoir que de base, sans que Google ait besoin d'interagir avec quelque chose dans ta page, il puisse trouver ton contenu dans le code source. C'est un lien avec Angular ou React dont vous parlez parfois au bureau. Oui, car là, depuis quelques années, on voit se développer de plus en plus de solutions, comme tu l'as dit, Angular, React, Vue.js et bien d'autres encore. En fait, il y en a vraiment plein, en l'occurrence, qui ont ce fonctionnement-là. C'est des frameworks qui se basent justement sur le JS pour créer tout un site web. En fait. D'accord, merci pour toutes ces précisions. On voit un petit peu mieux de quoi on parle. Concrètement, c'est quoi le problème avec ces frameworks vis-à-vis du SEO ? Alors en fait, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que Google se débrouille quasiment tout seul lorsqu'il rencontre des pages web conçues avec du JS. Très globalement, Google il va récupérer ton code HTML, ton CSS et ton JS et il va, dans un premier temps, lire le HTML et le CSS pour découvrir ce qu'il contient.
Il va aussi détecter les liens vers tes ressources JS en l'occurrence à ce moment-là, mais il va pas forcément les exécuter. Dans un second temps, il va exécuter le JS pour voir ce que ça modifie dans la page. Mais là, je vais laisser Brice vous expliquer tout ça dans le détail juste après, parce que ça nécessite vraiment d'être expliqué dans le détail. Et le souci principal, en tout cas, c'est le délai qu'il peut y avoir entre les deux étapes, qui va varier beaucoup en fonction de plusieurs critères, mais ça peut aller de quelques minutes à plusieurs heures, voire des jours ou des semaines, selon l'intérêt que Google va trouver à exécuter ce code JS. Et je te laisse imaginer sur des frameworks qui gèrent tout un site via JS l'impact que ça peut avoir. En fait, au premier passage, Google, en gros, il va quasiment rien récupérer et donc rien comprendre à ce qu'il y a dans tes pages. Donc, il faudra attendre qu'il traite ton JS en seconde étape pour comprendre que ta page contient par exemple du texte, des images, des liens vers d'autres pages. Et en fait, c'est seulement une fois qu'il a fait tout ça qu'il va réussir à te classer dans ses pages de résultats pour les mots-clés qui vont t'intéresser. Donc en gros, dans certains cas, le JS, s'il n'est pas bien utilisé, c'est pas dingue niveau optimisation du référencement naturel. Du coup, Brice, si je comprends bien, en gros, Google galère et on doit l'aider du mieux qu'on peut pour lui faciliter les choses. En fait, il ne galère plus tant que ça. Pour faire un petit historique simple, JavaScript, c'est une technologie qui est très coûteuse en ressources matérielles, donc en utilisation mémoire, processeur. Et ça, on le voit très bien quand on va lancer, par exemple, un crawl JavaScript. On a notre machine qui va chauffer très rapidement. Et on imagine bien la problématique que ça peut représenter pour un moteur de recherche qui a plusieurs milliards de pages à crawler. Donc avant 2019, les sites JS étaient très mal indexés. Et depuis 3 ans, on voit vraiment les choses évoluer. En mai dernier, Google a annoncé qu'il passait en mode Evergreen. Et cela change pas mal de choses pour le SEO. Donc le mode Evergreen, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement lorsque Google va crawler une page, il va lancer une instance de son navigateur Chrome pour s'imaginer le rendu de la page et indexer le contenu qu'il peut voir à travers ce rendu. Et le rendu, c'est quoi justement ? Le rendu, c'est l'état final d'une page, que ce soit visuellement ou même au niveau du code. On associe souvent une action à ça, c'est le rendering. C'est quand on va exécuter du code pour remplir un template HTML avec de la donnée qui vient d'une API ou d'une base de données. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple on a une liste de photos en forme de cards, un peu comme l'application Pinterest, on va faire appel à une API qui va exposer ces photos et on va ensuite appliquer la même mise en page sur toutes les photos. Et in fine, on se retrouvera avec une page remplie de cards avec des belles photos. Donc ça, c'est le rendering. Et on va parler aussi de la notion de, pourquoi pas, de temps de rendering. Et ça va être le temps qui va se passer entre une page blanche et puis la page dans son état final, à savoir donc la liste des photos. Donc tout ça, le rendering et les temps de rendering, c'est des points hyper importants, notamment pour la performance et donc aussi pour Google. Et ça veut dire que cette phase de rendu est nouvelle ? Elle est relativement récente, donc elle date de l'année dernière. Hein. On le voit bien, on passe beaucoup plus de temps à auditer le rendu JavaScript. Et si on fait le parallèle avec les outils qu'on utilise, ils intègrent depuis quelques mois toute une phase de rendering JavaScript. Et du coup, aujourd'hui, Google se débrouille. Il a changé sa manière de faire. Alors oui, pour simplifier son process dans les grandes lignes, il y a 3 grandes étapes, dont une nouvelle. La première étape classique, il va constituer une liste d'URL à parcourir. La deuxième étape, c'est la première phase de traitement. C'est une phase de traitement où le rendu est désactivé. Il va simplement s'occuper du code source récupéré. Donc le code source, c'est ce que vous pouvez voir en effectuant un CTRL-U sur votre navigateur. Sur cette étape, il va vraiment découvrir le contenu principal de la page et la structure des liens qui nous intéressent tant en SEO. Et c'est là où en fait s'opère le changement, puisque lorsque cette version brute va être envoyée à l'étape suivante, l'étape d'indexation, on va avoir parallèlement une mise en attente pour la phase de rendering. La phase de rendering, c'est ce qui est nouveau. C'est là où Google va cette fois-ci interpréter tout ce qui va être JavaScript, CSS, avec une instance de Chrome, son navigateur. Une fois que cette phase de rendu sera effectuée, le contenu
indexée sera mise à jour. Et c'est bien là tout le problème que l'on peut avoir en SEO, c'est le temps entre ces deux phases d'indexation. Si le rendu JavaScript ajoute du contenu à valeur ajoutée ou des blocs de maillage interne, ils ne seront pris en compte que dans un certain délai déterminé. Et ce délai, on ne sait pas exactement combien de temps il dure, on sait simplement que ça peut aller de quelques minutes à plusieurs jours dans le pire des cas. Et là, on voit tout de suite les impacts négatifs que ça peut apporter pour des sites d'actualité ou des sites de e-commerce où on a besoin de mettre à jour le contenu assez fréquemment. Donc Google a progressé dans sa manière d'indexer les pages, mais comment est-ce qu'on peut être sûr que le contenu est bien vu par les robots ? Il y a plusieurs options, hein. Donc, la plus évidente, c'est les pages statiques. Pour les robots, effectivement, crawler du statique, c'est assez simple. L'autre option, la deuxième option qui est aussi très utilisée, c'est les pages générées qui sont générées côté serveur. Donc là, on va parler de SSR pour Server-Side Rendering. Dans cette situation, en fait, le navigateur il récupère la page déjà construite, au même titre que Google. Et on est plus donc dans une problématique de SEO classique. Le défi avec le SSR, ça sera plus de retourner la page le plus rapidement possible en termes de performance. On va sûrement d'ailleurs devoir le coupler avec du cache pour éviter que le serveur travaille trop. Et puis l'autre option, c'est le rendu côté client. Ça porte un nom, donc c'est le Client-Side Rendering, CSR. Cette fois-ci, c'est le navigateur web qui récupère tout le travail de construction de la page. Il va prendre le HTML, le CSS, le JS. Il va essayer de tout compiler. Il va même faire une requête vers les données. Et ensuite, il va afficher le tout. Donc, sur ce genre de solution, on a souvent une belle expérience utilisateur parce que on peut tout contrôler, que ce soit au niveau de l'affichage, on peut faire des animations, des arrivées de contenu sans aucun problème. L'inconvénient souvent de ces technos-là, c'est que justement, ça peut être le temps d'affichage qui est trop long parce que effectivement, c'est plus lourd. Au lieu d'avoir un seul appel, on a plusieurs appels avec la donnée qui arrive dans un second temps. Alors que sur du SSR, la donnée, elle est déjà présente. Forcément, puisque c'est le serveur qui la renvoie. Donc, dans ce cas de figure, sur le CSR, on va parler des technos de type Angular, React, que Mathieu a évoqué tout à l'heure. Et puis, donc, pour être bien vu de ces technos, des moteurs, ces technos, il faut forcément les coupler à d'autres technos, parce que par défaut, en fait, que ce soit Angular, React ou même Vue, il faut que Google passe 2 fois, comme on l'expliquait tout à l'heure, donc c'est pas forcément le cas idéal. J'ai entendu parler d'une technique qui consiste à détecter le passage de Google. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, Brice ? Oui, c'est ce qu'on appelle le Dynamic Rendering. Donc en fait, c'est une technique qui consiste à proposer 2 versions de la page, une pour l'utilisateur qui sera celle qui est gérée par JavaScript, et une version simplifiée en traitement, une version plutôt statique à Google. C'est ce qu'on appelle du cloaking. C'est une pratique qui est généralement pénalisée par Google lorsqu'on a des trop grosses différences entre les 2 versions, mais lorsque c'est bien fait, ça marche parfaitement bien. Et néanmoins, pour être sûr d'afficher la même chose au moteur de recherche et à l'utilisateur, il est fortement recommandé de tester ces pages avec les outils Google qui sont également en mode evergreen, notamment les outils de la Google Search Console où on peut avoir un rendu de ce que peut voir le moteur. Et ça se met en place comment, le Dynamic Rendering ? Je veux bien prendre la question. Alors, pour mettre en place du Dynamic Rendering, on va utiliser ce qu'on appelle des Chrome headless. Donc, c'est des navigateurs sans tête qui sont exécutables, par exemple, en ligne de commande. Et puis, donc, il y en a plusieurs. On a RenderTron, PhantomJS, Puppeteer. Il y en a vraiment une panacée. En fait, ce Chrome headless, on va le positionner entre le client et le serveur. Pour les plus techniques, c'est un middleware. Et il va servir de passe-plat. Donc, il exécute le JavaScript, il récupère le rendu final, et puis il va le donner à Googlebot. En fonction du user agent, si c'est un bot, on va lui mâcher le JavaScript. Et ça, c'est top parce que
comme il n'y a pas de JavaScript pour Google, il n'y aura pas besoin du second passage qu'on a évoqué tout à l'heure. Là, on est directement sur un premier passage et donc on va pouvoir capitaliser sur ce premier passage et que le bot aspire le plus de données possible. Ouais, donc en théorie, c'est assez simple. On donne une version du site simplifiée à Google, une autre un petit peu plus complexe aux internautes, et au final, peu importe la version, elles ont toutes les deux les mêmes éléments affichés, quoi. C'est juste la façon de s'afficher qui change. Oui, c'est le principe. Google n'a aucun problème à comprendre le JavaScript. C'est vraiment la manière de l'implémenter qui fera la différence. Avec JavaScript, on peut manipuler un peu tout ce qu'on veut sur une page. Donc forcément, si on touche à des éléments SEO, du type balise title, métadescription, URL canonique, ou même si on ajoute du contenu ou qu'on en retire, forcément, on va jouer sur le SEO. De même, là où il faut se méfier, c'est lorsqu'on va ajouter du contenu ou des liens suite à des interactions, comme un clic de souris, un scroll, un survol. C'est des choses que le moteur n'est pas capable de faire. Autre sujet, mettons que votre fichier robot.txt bloque l'exploration des fichiers JS, et ben le rendu ne sera pas possible. Juste un mot sur l'UX, on sait que c'est un critère de plus en plus important pour le SEO. JavaScript consomme beaucoup de ressources matérielles, donc finalement on est tributaire du matériel de l'utilisateur, vu que ça s'exécute côté client. Donc il faut garder à l'esprit qu'un site doit bien s'afficher également sur un PC un peu ancien, un vieux téléphone, un navigateur qui n'est pas forcément mis à jour. Cela, ça peut jouer directement sur les performances. On n'est pas à l'abri non plus d'une mauvaise connexion ou d'un chargement partiel des ressources. Donc l'idée, c'est qu'il faut quand même bien faire attention à ne pas surcharger son site de JavaScript, l'utiliser à bon escient, et surtout, il faut prévoir le coup où le JavaScript ne s'affiche pas. Guillaume, je reviens vers toi. Toi, tu vois ça comment depuis ton poste de CTO ? Moi, je vois 3 cas de figure possibles. Alors, le premier, c'est le site qui n'a pas de JS. Donc là, pas de souci, on met en place les bonnes pratiques SEO. C'est le cas de nombreux sites type WordPress, PrestaShop, Magento. Et, là, c'est sur des configurations bien sûr par défaut. Après, le deuxième cas de figure, ça serait le site qui a un peu de JS avec des appels AJAX sur des listings par exemple. Ça se fait bien sur la pagination. Voilà. Ensuite, là, dans ce cas de figure, le dynamic rendering, il peut être efficace et pas trop coûteux à mettre en œuvre, puisque ça peut être aussi un des freins. Le troisième cas de figure, ça serait un site qui est totalement réalisé en JavaScript. Donc ça porte un nom, c'est les SPA pour les Single Page App, ou aussi maintenant les PWA pour Progressive Web App, où tout est géré en JS. Donc là, c'est nécessaire de mettre en place du SSR. On pourrait aussi mettre le dynamic rendering ici, mais nous, c'est pas quelque chose qu'on va conseiller à nos clients parce que on est sur un développement spécifique dans le cas du dynamic rendering, alors qu'avec le SSR, on est sur plusieurs problématiques qu'on va pouvoir traiter en même temps, notamment la performance et le SEO. Est-ce que tu peux juste nous préciser rapidement ce qu'est une SPA et une PWA ? C'est compliqué à expliquer, parce que c'est très technique, mais en gros, quand on regarde le code source d'une SPA, par exemple, il est souvent quasiment vide, donc c'est assez surprenant parce qu'on a un super gros site visuellement, mais derrière, niveau code source, c'est tout vide. En fait, tout est chargé dans un shell, c'est un élément HTML, via des JavaScript. Donc là, c'est le JS qui fait tout. Donc l'intégralité de l'appli, elle est traitée en JS. Et c'est les applis là dont on parle, c'est des applis type React ou Vue ou Angular qui poussent en fait la techno à leur paroxysme. C'est à peu près tout sur la SPA. Sur la PWA, en bref, parce que c'est aussi un concept assez gros à présenter. La PWA pour Progressive Web App, c'est la possibilité d'étendre un site internet existant avec des nouvelles fonctionnalités telles que un mode offline avec des scénarios offline, des notifications push, une icône sur le bureau, pourquoi pas, ou sur le desktop, ou sur le mobile. Et il y a plein d'autres fonctionnalités qui sont liées au navigateur directement, comme la géoloc, le paiement.
Mais je parlais surtout des PWA car c'est très orienté perf. Et donc SEO forcément. Donc on peut étendre tout le travail qui est fait côté serveur sur l'ordinateur du visiteur avec des fichiers statiques. Donc on a du statique côté serveur et côté client. Je reviens juste sur les technos JS qu'on a abordés précédemment comme Angular ou React. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Chaque framework propose des outils pour mettre en place des optimisations SEO par défaut. Donc par exemple si on prend la techno React, on a React Helmet. On a aussi côté vue sur la techno vue méta, donc ça c'est très limité parce qu'en fait c'est des outils qui nous permettent de modifier les méta, les balises méta, les balises title, la description, etc. Donc c'est vraiment limité et surtout si on les couple pas à d'autres technos derrière, ça va imposer à Google de passer sur la deuxième vague parce qu'effectivement la première vague elle sera pas plus lisible qu'une autre. Donc, pour combler, donc, comme je le disais, les lacunes de ces technos, il faut les coupler à d'autres technos dans l'objectif justement de capitaliser sur le premier passage de Google. Donc, l'objectif va être de proposer un site plutôt classique à base de HTML, CSS, comme on le faisait au début du web. On déposait nos fichiers statiques sur un FTP et puis voilà, on avait notre site internet. Donc à ce moment-là, si un bot passe, on est bon. Et si c'est un visiteur, le JS il prend la relève pour dynamiser la page statique. Avec tout ce que vous nous avez dit tous les trois depuis tout à l'heure, j'imagine que suivant les sites, la solution appliquée va pas être la même. On a des sites qui changent souvent, on en a d'autres qui sont au contraire très statiques. Comment on fait du coup ? Comme on disait tout à l'heure, le dynamic rendering, il est très bon pour les sites avec du contenu qui change beaucoup. Donc c'est une solution. Après, on a d'autres options. Donc en autre option, on a ce qu'on appelle le SSG pour le Static Site Generation ou Generation et le SSR pour le Server-Side Rendering que j'ai un petit peu déjà expliqué. Donc d'un côté, on a le SSG qui permet de générer des fichiers statiques du site web à un instant T. Donc là, on a une vision globale et une capture à un instant T de tout le site qu'on peut déposer sur le FTP. Et de l'autre côté, on a le SSR qui va effectuer la même opération, mais au moment de l'appel de la page par l'utilisateur. Donc c'est un peu plus gourmand. Son principal avantage, c'est de pouvoir insérer des parties dynamiques facilement dans l'écran, ce qui n'est pas forcément le cas quand on fait du SSG avec un site statique. Donc en fonction des usages, si tu veux, on va un peu opter pour l'un ou pour l'autre. Des fois, on va faire même des approches hybrides. Si par exemple je dois faire un blog où il n'y a pas trop de contenu, on va peut-être opter plutôt pour du SSG, donc full statique. Ça fera moins travailler le serveur et ça sera bien plus performant. La seule contrepartie de ça, c'est qu'il faudra que tu régénères à chaque fois les contenus statiques à chaque nouvel article. Donc voilà. Après, pour les sites e-commerce, par contre, nous, on a plutôt une approche avec Next.js à base de SSR et de cache. Quand on couple le SSR avec du cache, on arrive souvent à des super résultats. L'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien mixer donc les deux approches sur un même site. Et puis on a aussi cette approche un peu extrême là, de délivrer du statique un peu à tout va. Ça porte un nom, c'est la Jamstack. Donc Jam pour JavaScript API Markup et Stack pour une stack techno. Donc c'est un mouvement qui englobe une stack globale. C'est pas forcément que du front. Là, on parle un peu plus d'architecture globale et de gestion d'un projet web. Donc cette notion de Jamstack, elle va parler aussi de CDN, des déploiements avec des atomic deploy, une approche avec du cache, des builds automatiques. Voilà. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler de Gatsby ou Hugo. C'est deux frameworks qui abordent cette problématique-là et qui sont très très performants, puisque forcément tout ce qui sort de ces frameworks-là, c'est des fichiers statiques. Donc pour un robot, évidemment, c'est idéal, quoi. Et vous, chez Wexity, vous travaillez sur quelle techno pour ce genre de demande ? Alors chez Wexity, sur les sites e-commerce, on a pour habitude d'utiliser soit Next.js quand on travaille sur React, soit Nuxt, qui est le pendant sur la techno vue. On a une petite préférence quand même sur le tandem React Next.js parce qu'on arrive à faire des choses assez sympathiques. C'est quasiment les mêmes outils. Ils permettent d'avoir une approche hybride SSR et SSG.
Et sinon, j'ai pas trop parlé de Angular parce que c'est quelque chose qu'on pratique moins, mais on peut arriver au même résultat avec notamment Angular Universal qui fonctionne très bien. Il faut prendre en main. Ça peut être un peu touchy sur des gros projets, mais on peut arriver à nos fins avec cette techno. Nous, notre objectif chez UX, c'est de tendre au plus qu'on peut, hein, c'est pas forcément obligé, mais vers du full statique. Donc c'est pas tout le temps possible, mais l'idée c'est d'atteindre la performance maximum avec des fichiers statiques, quoi. L'avantage de ces technos aussi, c'est de pouvoir faire de l'AMP de manière très fluide. Au même titre qu'on va exporter du statique HTML, on va pouvoir faire de l'AMP. C'est d'ailleurs un peu dans la continuité de ce qui se fait du côté des CMS. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est un peu la même approche. Donc les CMS headless notamment, et les CMS headless, en gros, c'est sur une base d'un même contenu. On va pouvoir arroser différents supports et différents devices avec des expériences différentes. Donc voilà, c'est à peu près cette approche-là que nous, on a chez Wexity. Eh ben merci Guillaume pour toutes ces explications, toutes ces précisions. Je pense que là, on a bien dégrossi le sujet JavaScript pour nos auditeurs. Juste avant de se quitter, j'ai une dernière question. Je me tourne vers toi, Mathieu. Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Est-ce que tu aurais un petit tips à donner aux auditeurs sur comment on peut faire pour savoir s'il y a du JavaScript qui est gênant sur une page web ? Oui, bien sûr. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme on l'a dit précédemment, ce qui est important, c'est la différence entre le code avec le JS qui est exécuté et le code qui n'a pas de JS exécuté, en fait. Hein. C'est ça qui est le principe dans tout ce qu'on va faire sur le SEO.js. Et du coup, pour savoir la différence, c'est assez simple au final. Il suffit de comparer la différence entre le code que tu as dans le code source quand tu fais CTRL-U sur ton navigateur ou tu as option commande U sur un Mac et le code qui est exécuté quand on le récupère sur Chrome. Tu peux faire un clic droit dans ta page web, tu fais inspecter l'élément quand tu es sur Chrome et puis tu vas avoir le code source qui s'affiche avec le JS exécuté. Donc le premier CTRL-U, il va te donner cette information assez light, comme disait Brice tout à l'heure. Et puis avec le inspecter élément, tu as toute ta page web avec l'ensemble du contenu à l'intérieur. Donc après, il ne reste plus qu'à comparer les deux versions du code. Et pour ça, en fait, on a des outils qui font ça très bien, comme Screaming Frog ou OnCrawl, quand on configure le crawl en exécution de JS, qui va comparer l'information pour toi. Et puis plus basiquement, on peut avoir des extensions Chrome comme View Rendered Source qui te permet pour une page web que tu as sous les yeux, tu appuies sur un bouton et puis ça va t'afficher une petite pop-in dans ta fenêtre de navigateur avec la comparaison des deux codes. Tu peux choisir un user agent si tu veux te faire passer pour un mobile, si tu veux te faire passer pour Googlebot, etc. Et puis ça te fait la comparaison très visuelle. En fait, tu as du vert sur les éléments qui sont ajoutés avec l'exécution du JS, du rouge pour ce qui est retiré par le JS. Et en fait, c'est vraiment très simple derrière d'utilisation. Si tu veux faire un audit de template de page, tu passes par là. Et puis après, comme disait Brice tout à l'heure, il y a la Search Console et le Mobile Friendly Test de Google qui te permettent de récupérer des captures d'écran de ce que le bot arrive à générer de son côté. Donc voilà un peu le tips de fin pour ce podcast pour nos auditeurs. Et merci Mathieu pour ces conseils. Merci Brice aussi. Et surtout, merci à Guillaume d'avoir accepté notre invitation. Ça va, ça s'est bien passé pour... C'était mon premier podcast, donc je suis ravi. Ça s'est très bien passé. Merci à vous pour l'invitation. Et merci à vous de nous avoir écoutés. C'est la fin de ce Webcast. On va se retrouver dans une quinzaine de jours pour un nouveau rendez-vous autour du SEO. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn ou sur Twitter @wamref. Et puis, retrouver tous les anciens Webcasts sur notre site wam-référencement.fr. Et on vous dit à bientôt.